Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels. Je suis Paul Petitjean et vous savez que d'habitude, je vous parle des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Mais aujourd'hui, petit pas de côté, épisode un peu spécial car mon invité ne vient pas de notre belle région. Cette semaine, on va parler de pause. Alors pas de pause café, pas de RTT prolongé, mais d'une vraie pause, une pause d'1 an. Mon invité du jour revient d'un voyage d'1 an en Asie du Sud-Est. Changer de décor, s'imprégner d'autres cultures, s'ouvrir sur d'autres manières de vivre, de penser, de travailler. Nous allons donc parler de pause, mais surtout de la construction de nouveaux repères, de ce qu'on ramène dans son sac quand on revient de l'autre bout du monde. Pas des souvenirs aimantés à mettre sur le frigo, mais des idées, des remises en question, des nouvelles envies. Bref, on va parler de ce qu'un tel voyage fait à nos trajectoires de vie. Et puis j'ai gardé le plus important pour la fin, mais cet épisode est aussi spécial pour moi parce que cet invité, eh bien c'est tout simplement mon frère et il s'appelle Théo. Bonjour Théo. Salut le frangin. Ça va ? Oui, très bien. T'es prêt ? C'est parti. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est, on va commencer par que tu dises un petit peu aux gens ce que tu faisais avant de partir, quel était ton métier, ce que t'as fait, un peu ton parcours rapidement quoi. Moi j'étais ingénieur d'études sur l'adaptation de la vigne au changement climatique. Donc j'ai fait plusieurs contrats d'ingénieur d'études. J'ai bossé dans le Bordelais, j'ai bossé sur la vigne en Bretagne et en Pays de la Loire. Et j'ai bossé aussi dans le vignoble le Chablisien, pas loin de chez nous dans l'Yonne. Alors ça veut dire quoi, ingénieur d'études dans la vigne, c'est faire t'étudier quoi ? Donc moi je suis surtout sur l'adaptation de la vigne au changement climatique. Et donc c'est réaliser des études à partir des données climatiques, des stations météo ou des données qu'on obtient par les modèles issus des modèles climatiques pour voir un peu comment la vigne va évoluer dans le futur et essayer d'aider les viticulteurs à s'adapter. Alors dire voilà, si on suit tel scénario du changement climatique, la vigne risque de s'adapter de telle façon. Donc vous pouvez prendre telle trajectoire d'adaptation pour adapter votre produit final. Donc c'est faire en sorte que avec des scénarios catastrophes et d'autres plus cléments. Oui, exactement. On prend toujours des scénarios différents pour proposer plusieurs trajectoires d'adaptation aux viticulteurs et après on ne fait pas du conseil, c'est juste on publie des études sur lesquelles les viticulteurs s'appuient pour après prendre leurs propres décisions. Ok, intéressant. Et moi j'ai déjà réponse à ces questions-là parce que je te connais un petit peu, mais c'est quelque chose que t'as fait par passion, enfin t'étais passionné par le vin avant de le faire, ou par le monde viticole, ou par le monde agricole? Alors, passion, c'est un bien grand mot, j'ai jamais été un grand passionné, moi, de nature. Mais par contre, j'ai toujours été très intéressé par les études environnementales, que ce soit, alors, principalement sur les études climatiques. Après, j'ai fait des études de sol, des études sur la qualité de l'eau, etc. Et je voulais l'appliquer à l'agriculture ou à des milieux naturels. Et il s'est avéré que mon stage de fin d'études de master est tombé en viticulture et que ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'étude en elle-même, j'ai aimé le produit, que ce soit le raisin ou le vin. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai continué à me former dans le domaine viticole pour avoir cette double compétence études environnementales et viticulture. Et après, avec mes expériences professionnelles, j'ai pu continuer dans cette voie-là. Super. Donc t'as fait ça combien de temps ? 10 ans là pour l'instant. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais. Alors au bout de 10 ans, venons-en à l'important, à ce pourquoi on échange aujourd'hui. Qu'est-ce qui, alors du coup comme je viens de dire dans l'introduction, tu es parti, donc tu reviens là d'1 an tout juste de voyage en Asie du Sud-Est. Ça a été quoi le cheminement ? Alors c'était un contrat qui se terminait, c'est ça ? Exactement. Et alors je suppose que après il y a plein de gens qui ont des contrats qui se terminent et qui partent pas pour autant en Asie du Sud-Est. Alors toi c'était quoi ta réflexion derrière tout ça ? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans ? Ça remonte à loin après. Là, si tu veux, je fais un petit historique parce que ça. Ouais, vas-y, ouais. Ça remonte à loin. Ça remonte justement au master que je parlais tout à l'heure, où j'ai eu la chance de faire un stage en Indonésie de 2 mois. C'était mon premier grand voyage. Où j'ai vraiment eu une chance incroyable. J'ai vécu en 2 mois des événements qui m'ont marqué à vie, et puis un choc culturel en fait qui m'a marqué. Et vraiment revenant, je me suis dit mais la vie ça peut être ça, c'est fou, c'est incroyable.
Puis ça peut faire partie de notre travail. Enfin, alors quand tu dis ça peut être ça, c'est-à-dire ça peut être voyager, c'est ça? Ça peut être voyager et puis être dans une autre culture et vraiment vivre. Donc moi c'était en Indonésie, donc il y avait beaucoup de différences entre le mode de vie indonésien et le mode de vie français, on y reviendra sûrement après. Mais vraiment je me disais mais ah oui c'est fou, donc c'était à la fois le choc culturel du mode de vie indonésien qui était pas comme le nôtre, que j'avais adoré, et le fait qu'en fait on peut l'allier au travail. Et donc je suis revenu avec ça en tête, et après donc mon master c'est fini. J'ai fini, donc j'ai essayé de chercher du travail en France, j'ai pas trouvé tout de suite, donc je suis parti en Nouvelle-Zélande faire les vendanges. Donc là c'était déjà dans une démarche de continuer à vivre un peu ces expériences à l'étranger, voire un peu allier voyage et expérience professionnelle, et en même temps, comme je disais avant, de me former en viticulture. Et bon, il s'est avéré qu'il y a eu le décès de maman en 2014 et que j'ai dû revenir. Donc après je me suis dit bah non, je vais quand même trouver, j'avais aussi besoin de rester un peu et de trouver un travail dans le coin. Donc j'ai trouvé à Auxerre. J'ai travaillé après, j'ai eu une expérience à Bordeaux qui me permettait aussi d'avoir une ouverture à l'Europe. C'était sur un projet européen. Donc ça m'intéressait aussi beaucoup. Donc là je pouvais aussi allier cette question de travail et voyage. Fin du projet à Bordeaux, donc c'était 2020. Je me dis bon bah je vais partir à la fin du contrat, sauf que 2020 Covid. Début 2021, j'ai une proposition, donc entre-temps je me suis créé un réseau et tout ça. J'ai une proposition d'emploi par des gens que je connaissais à Rennes. Donc j'ai accepté, l'emploi me convenait très bien et c'était hyper intéressant, puis j'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais. Donc j'ai refait 3 ans et demi à Rennes et me voilà fin 2024. Toujours avec cette envie de voyager en fait, qui me reste depuis 2012. 2012 c'était l'année de mon stage en master en Indonésie. Et donc avec cette envie de voyage et en particulier de revenir en Indonésie, parce que même si j'ai pas mal voyagé pendant ces 10 années, des mois par-ci, des mois par-là, j'avais toujours des réponses à aller chercher là-bas. Alors, juste une petite parenthèse avant qu'on revienne dessus, mais parce que là, les gens qui nous écoutent doivent se dire comment ça, de vin à Rennes, c'est pas possible. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi? Bah, c'est justement l'adaptation du changement climatique, de la vigne au changement climatique, pardon. Ça concerne aussi les régions émergentes. Donc, région émergente dans le vin, une des plus importantes en ce moment en France, c'est la Bretagne, où on a pas mal de viticulteurs qui ont commencé à s'installer, à planter des vignes. Et donc nous, c'est les accompagner en installant des stations météo dans leurs vignes, en travaillant, comme je disais, sur les projections climatiques et en essayant de voir, le climat risque d'évoluer de telle façon, donc la vigne risque d'évoluer de telle façon en Bretagne, surtout si vous avez tel cépage, on prend aussi bien sûr les conditions locales. Et donc pensez à vous pouvez prendre telle trajectoire ou telle trajectoire. Okay. On est toujours sur la même démarche, mais sur des vignobles émergents. C'est-à-dire que là, le réchauffement climatique permet d'avoir des vignes en Bretagne actuellement. Exactement. Okay. Qui commence à faire du vin depuis peu, mais du vin très bien et avec des bons millésimes, surtout cette année, je crois. À suivre, quoi. Ouais. Ok, bon, donc revenons-en sur l'Indonésie, maintenant que cette petite précision est faite. Enfin, sur l'Indonésie, parce que t'as pas fait que l'Indonésie, mais donc du coup, il y avait ce besoin d'y retourner. Parce que quoi, tu disais que tu avais l'impression d'avoir laissé quelque chose là-bas, c'est ça? Ouais, j'avais des réponses à aller chercher. J'avais tellement aimé ce que j'avais vécu pendant ces 2 mois en Indonésie, que ça m'a donné l'amour du voyage, ça c'est clair et net. Et après, pendant mes autres voyages, comme je disais, j'ai retrouvé des petits bouts à droite à gauche, mais j'ai jamais retrouvé ce bien-être que j'avais eu pendant ce premier voyage. Donc je m'étais dit, bon, c'est sûrement le premier voyage, et puis je m'en suis fait tout un foin, et voilà. Mais je voulais quand même, je me disais quand même au fond de moi, non, il y a autre chose, je sais pas pourquoi, vraiment dans ce pays, j'aimerais bien y retourner pour savoir ce qu'il en est, quoi. T'avais pas réussi à trouver qu'est-ce qui avait été si cool là-bas, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, à analyser une fois que t'étais revenu ici, à se dire... Bah, je me doutais un peu, parce que les gens sont incroyables là-bas, on en reparlera aussi, mais il fallait que je le revive pour me dire, maintenant que j'ai mes expériences de voyage et tout ça, okay. Qu'est-ce que l'Indonésie a eu? Est-ce que l'Indonésie a vraiment quelque chose de plus, ou est-ce que je m'en suis fait tout un... Et alors, sans dire juste dis oui ou non, est-ce que t'as réussi à avoir des réponses là-dessus? Ouais, okay. Je pense. On spoil pas pour l'instant. Donc, alors moi, ce qui intéresse aussi, c'est alors c'est l'opportunité aussi d'un contrat qui se finit, mais combien de temps ça t'a pris de préparer ce voyage-là?
Enfin, ça vous a pris, parce qu'on peut peut-être préciser Oui. que t'es parti avec ta copine. Exactement. Donc je suis parti avec Céline. Donc ça fait aussi, je fais une petite parenthèse là. Donc Céline qui a un père, donc qui est ma copine, qui a un père d'origine vietnamienne. Et donc ce voyage venait un peu. Donc moi j'avais cette envie d'Indonésie, et elle a aussi des besoins de recherche d'identité au Vietnam, de voir où son père avait grandi et de aussi faire créer du lien en fait avec sa famille qui est sur place. Donc elle a de la famille en France, mais aussi de la famille au Vietnam qu'elle connaît très peu. Qu'elle a rencontré une seule fois il y a 2 ans, où elle y allait 1 mois avec son frère, sa sœur, son père, etc. Donc c'est la première fois qu'elle voyageait au Vietnam, et donc elle a rencontré son oncle, ses cousins, cousines, tout ça là-bas. Et donc c'était aussi retourner là-bas pour créer du lien, donc se poser au Vietnam, vivre un peu et découvrir la vie que vit sa famille au Vietnam, et puis créer du lien, quoi. Et donc du coup, alors je reviens à ma question originale, combien de temps ça prend pour préparer un tel voyage? Oui, donc ça prend, on en a parlé la première fois, je crois que c'était fin 2022, mais bon, c'est pas préparé à partir de là, hein. Mais c'est plutôt une préparation mentale en fait. Ouais. On en parle une fois fin 2022, on en reparle, je sais pas, début 2023, puis en fait, plus le temps passe, plus on en parle. On savait que la date butoir c'était fin 2024, parce que moi mon contrat finissait fin 2024, et Céline avait plus de contrat depuis quelques mois. Donc on savait que c'était à peu près là qu'on allait partir. Et en fait, plus ça avance, plus on en parle. Donc ça veut dire que l'idée est toujours présente chez nous deux, qu'on a toujours envie tous les deux. Et puis les mois passent, on se dit que bah ouais, l'idée est toujours là, ok. Donc bah on se lance, je vais pas te dire n'importe quoi, mais je pense pas si longtemps avant, 4-5 mois avant, ouais. 4-5 mois avant, on se dit ok, on va activer le truc, on va commencer à prendre les billets d'avion, on veut c'est court. Ouais, on veut telle grande ligne dans le voyage. On est parti sans avoir vraiment... on savait qu'on voulait faire Vietnam-Indonésie. Et après, c'est tout. On savait qu'on avait des petites envies d'aller voir le Laos, d'aller voir le Cambodge, d'aller voir tout ça. Mais on savait pas comment on allait faire, ni quand, ni comment. Et on se dit non, juste on prend les billets d'avion, on arrive à Saigon, Ho Chi Minh Ville, où il y a la famille de Céline, et après on verra. Ok. Et donc, ouais, on a pris les billets d'avion en octobre pour un départ février. Tout début février. Donc oui, il n'y a pas besoin que tout soit au cordeau, à savoir ce qu'on fait semaine après semaine, etc. quoi. C'était ok. Et alors, est-ce que donc tu disais que la préparation a été surtout psychologique. Est-ce que aussi il y a ce truc de, est-ce qu'il y a un petit comment dire, ou est-ce qu'on se dit ça me fait quand même faire une pause. En plus, t'es début de trentaine, enfin mi-début de trentaine, donc c'est la période où bah en général on est en pleine possession de ses moyens professionnellement. Comment tu as vécu, enfin comment t'as vécu ça psychologiquement, moralement parlant? Moi, c'est pas du tout un truc qui m'embête, ça. Je me dis pas du tout que ah non, je dois privilégier ma carrière professionnelle, ou je dois faire ceci, cela. J'ai la chance, après c'est peut-être mon métier qui veut ça, mais d'avoir aussi un réseau avec des gens qui me connaissent et qui savent qu'ils peuvent me demander si je suis libre, bien sûr, pour un boulot, pour un contrat, etc. Enfin, moi j'appelle ça une chance. Il y en a qui peuvent appeler ça de l'instabilité, ou justement pas de chance, parce que ça ne permet pas d'avoir un CDI, acheter une maison et tout ça. Moi, au contraire, c'est justement ce qui me plaît. L'enchaînement des CDD, d'avoir des moments de pause, de pouvoir une sorte de forme de liberté en fait, je crois, qui me plaît beaucoup. Et ouais, c'est ce que je recherche. Et à un moment, je pense que je vais avoir besoin de plus de stabilité. Pour l'instant, c'est pas arrivé plus que ça. Si ça arrive, pourquoi pas, je saurais m'adapter. Mais pour l'instant, c'est un mode de fonctionnement, en tout cas, enchaîner des CDD pendant 3-4 ans, avoir des moments de pause qui me convient très bien. Bon, donc ok, donc le départ est programmé, donc tu pars début 2025, enfin vous partez début 2025. Ouais, vous arrivez au Vietnam. Ça, est-ce que tu peux nous faire un peu ton itinéraire, alors sans détailler énormément, mais enfin si tu veux détailler, tu détailles, mais voilà, nous refaire un petit peu l'itinéraire. Donc l'objectif c'était d'aller dans la famille de Céline dès les premiers jours. Donc on est déjà accueillis, il y avait son père en fait qui s'est décidé, alors lui une semaine avant, donc avant de partir, donc ça nous à côté avec nos 4-5 mois on est ridicule, mais lui vraiment une semaine avant il a pris ses billets et il nous a accueillis à l'aéroport, il est arrivé la veille de notre arrivée. Okay.
Et il nous a accueillis à l'aéroport, il nous a emmenés directement dans la famille, il y avait un repas de famille pour la grand-mère de Céline, donc ils font des fêtes pour les défunts au Vietnam. Et donc il y avait un repas de famille ce jour-là, il nous a emmenés, nous on a été complètement déphasés, mais c'était super, ils nous attendaient avec tout un repas incroyable, enfin c'était assez fou. Et donc on est parti direct sur Saigon. Après, donc on a vécu ce qu'on avait à vivre un peu Saigon, et puis on a fait des visites avec le père de Céline dans le sud Vietnam. Et après, nous, on s'est dit, on a quand même envie de faire notre voyage un peu tous les deux, et de visiter le Vietnam, donc on est remonté au nord. Le Vietnam, c'est tout en long, donc on a commencé sud, et puis on est remonté vers le nord. On a fait le centre, le nord Vietnam. On est passé par le Laos, pour remonter jusqu'au nord Vietnam, donc on a fait toute la partie nord Laos. On s'est posé ensuite au nord Vietnam, pendant un mois et demi, voire même plus de 2 mois, je crois. Après, on est redescendu, donc là on s'est séparés juste 2 semaines. Moi je suis allé au Cambodge et Céline est retournée dans sa famille. Puis je l'ai rejoint dans sa famille, on a refait 2-3 semaines à Saigon. Et ensuite, donc là on arrive fin août, on est partis tous les deux en Indonésie, donc là après 6 mois au Vietnam et dont 1 mois au Laos, on est reparti dans un autre pays, en Indonésie, pour y rester 4 mois. En faisant, pour faire dans les grandes lignes, Bali, 3 semaines, Lombok, 2 semaines, et surtout l'île de Java, plus de 2 mois, où on s'est posé 2 mois à Yogyakarta, la ville où j'avais été en stage en 2012. Bon, alors venons-en à ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est comment dire, t'en parlais de tout à l'heure, mais tout ce qui est différence de culture, etc. Comment est-ce que tu définirais, alors je sais pas si on peut définir une culture tout entière, mais comment est-ce que tu as, toi en tout cas, perçu les mentalités là-bas selon les pays, parce que je suppose que les Vietnamiens et les Indonésiens ont pas le même mode de fonctionnement non plus. Comment est-ce que tu expliquerais tout ça un petit peu, les manières de faire là-bas? Je vais commencer, oui, Vietnam et Indonésie, puis même Laos et Cambodge, c'est très différent. Je vais commencer Vietnam surtout, parce que c'est là où on est resté le plus longtemps. Ce qui m'a marqué dès le départ, c'est le monde, l'ambiance, le bruit, alors c'est pas négatif quand je dis ça, mais c'est vraiment, c'est même plutôt positif, j'ai beaucoup aimé. Tout ce tumulte un peu dans les rues, la vie en fait se fait dans la rue. Donc je parle surtout dans les villes bien sûr, la campagne c'est un peu plus calme, même si les routes restent très fréquentées. Mais la vie se fait dans les rues, c'est-à-dire ils mangent dans la rue, leur terrasse devant chez eux c'est la rue, ils chantent dans la rue, c'est normal que ton voisin il sorte un karaoké à 20h et qu'il pousse la chansonnette. Voilà, enfin tout se passe dans la rue, tout est... il y a personne chez soi, quoi, c'est ça, où tu restes très peu chez toi. Tu restes très peu chez toi, entre autres aussi parce que t'as des petites maisons. Donc c'est aussi un des points qui m'a aussi beaucoup marqué, Donc très peu d'espace personnel, on va dire. T'es toujours entouré de personnes, et même dans ta maison, t'es dans des petits endroits où ils mettent, je sais pas, un hamac dans le salon, et puis en plus ils garent leur scooter dans le salon pour essayer de pas se faire voler, ou je sais pas pour quelle autre raison, mais donc ils garent le scooter dans le salon. Donc déjà que t'as des petites maisons, t'as vraiment pas beaucoup d'espace pour toi. Ils sont très souvent assis par terre contre un mur, ou voilà. Et ils font leur petite vie, à la fois dans leur petit salon, mais aussi souvent dehors, parce qu'en fait ça leur fait gagner de la place par rapport à leur maison. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué dès le départ, et puis avec beaucoup de lumière, beaucoup le Vietnam, il y a des drapeaux vietnamiens partout, des drapeaux aussi communistes partout, parce que c'est un pays communiste. Voilà, ils aiment, je sais pas, c'est très dans l'extériorisation de plein de choses, quoi. C'est vraiment, on est toujours dans la rue, il y a beaucoup de magasins à droite à gauche différents. Tu peux passer 30 fois dans la même rue, tu découvriras toujours quelque chose de nouveau. Ouais. C'est assez fou. Extériorisation dans les relations humaines aussi, ils extériorisent beaucoup, ils disent ce qu'ils pensent aux gens ou pas? Non, pas trop. Pas trop. Là, par contre, ils sont assez bourrus. Alors attention, je dis des généralités, bien sûr, tous les Vietnamiens et tous les gens ne sont pas pareils. Mais le but, c'est de faire la différence par rapport à notre culture à nous et la leur, quoi. Non, ils sont plus renfermés, mais ils montrent très peu les émotions. Ok. Très très peu. Mais aussi très intéressant. Par contre, quand ils sont là pour toi, ils sont incroyables et ils t'aident, ils font plein de choses. Ils sont prêts à vraiment faire plein de choses pour t'emmener à droite à gauche, pour te donner à manger, pour prendre soin de toi, quoi. Et vraiment, ils ont le cœur sur la main quand même. Okay. Mais dans les relations comme ça, quand tu croises quelqu'un, c'est assez... d'extérieur, ils sont assez durs. Okay. Mais c'est pas gênant.
Et Ok. donc oui, ici pour finir, différences culturelles sur les, comme je te disais, donc l'espace, hein, t'es toujours très un peu avec d'autres personnes, toujours resserré avec plein de monde autour. Ça se ressent beaucoup dans la conduite aussi dans la rue. Le conduite de véhicule, de voiture ou... Ouais. Ouais. Conduite scooter, alors bien Ok. sûr que des scooters aussi, ça marque. Hein. C'est plein de scooters un peu partout dans la rue, qui te passent à droite, à gauche, qui te frôlent, qui roulent sur les trottoirs, où tout est... C'est normal, hein, voilà, pour eux, c'est leur manière de conduire. Manière de conduire qui est très intéressante d'ailleurs parce que donc c'est très peu dans les règles. Il y a une règle là qui est sortie en janvier, juste avant qu'on arrive, qui dit justement aux Vietnamiens, vous avez obligation de vous arrêter au feu rouge. Donc ça nous a fait rire quand on a appris ça. Bah, nous ça nous fait rire, mais oui, Ouais. c'est pas dans leur culture, effectivement. Et donc en fait c'est vraiment, moi je trouve ça hyper positif aussi comme manière de conduire, parce qu'en fait tu fais attention aux autres. C'est-à-dire t'es plus trop dans les règles, mais tu t'adaptes en fonction de la personne qui est devant, et c'est toujours la personne qui est derrière qui s'adapte en fonction de la personne qui est devant. Et donc oui, ça paraît très dangereux quand tu regardes, et en fait quand tu le vis, oui, c'est un peu dangereux, mais il y a un côté très altruiste, et où cette question d'adaptation et d'être toujours un peu en phase avec ce qui se passe autour de soi, et puis même de ne pas être concentré que sur ses règles à soi, je trouve ça plutôt bien. Ok, ouais, donc ils sont quand même, ils font attention aux autres, quoi, de globalement, que ce soit dans la conduite ou dans la vie de tous les jours, d'après ce que tu dis, quoi. Exactement. Donc ça, c'est les Vietnamiens. Est-ce qu'il y a des différences avec les autres cultures que t'as pu approcher Ouais, alors quand on est arrivé au Laos, c'est le premier pays qu'on a fait après le Vietnam, ça nous a paru calme. Tout nous a paru très calme, vide, alors que c'était pas si vide, hein, mais tout nous a paru très calme, vide, pas de lumière, assez épuré, quoi. Ok. Et c'est vraiment parce que le Vietnam est, comme je disais, un peu dans l'extravagance à ce niveau-là. Et ça nous a fait le même choc que quand on est revenu du Laos pour aller au Vietnam, où là on arrive au Vietnam dans une petite ville, et direct on est remarqué par toutes les lumières de partout, les magasins de partout, les scooters de partout, alors que c'était une toute petite ville dans la montagne. Et voilà, ça c'est la grosse différence. Après, le Laos et le Cambodge, j'ai pas trop envie de me prononcer parce que je suis pas resté non plus beaucoup de temps. Enfin bon, un mois au Laos quand même, mais bon, on s'est pas posé, donc on n'a pas pu voir vraiment le Laos un peu plus de l'intérieur. Ouais. Et le Cambodge, pareil, je suis resté 2 semaines, donc j'ai moins de... Donc c'est surtout l'Indonésie, alors que est-ce que ça avait changé par rapport à quand il y avait été la première fois? J'ai trouvé, ouais. Donc là, je vais parler changer. Pour moi, c'est Yogyakarta, parce que c'est Bali, j'avais pas fait, et le reste, j'avais pas fait. Mais Yogyakarta, oui, j'ai trouvé que ça avait changé un peu, que ça s'était un petit peu embourgeoisé dans le sens où il y avait moins de scooters, plus de voitures, où il y avait des rues mieux faites aussi, enfin refaites, où il y avait plein de petits signes comme ça qui font que j'ai trouvé que ça s'était un peu embourgeoisé comme toutes les villes un peu en ce moment, mais après les gens n'ont pas changé, ils sont toujours incroyables, aussi un peu plus de smartphones bien sûr, ça il y avait pas le smartphone en 2012, hein. Donc tu vois les gens un peu plus fermés sur leur smartphone, mais ça reste très léger. Et non, les Indonésiens, la différence culturelle majeure pour moi, c'est donc on retrouve les différences comme au Vietnam, les différences un peu asiatiques, avec tous ces scooters, tout ce bruit, etc. Mais la grosse différence, c'est la gentillesse des Indonésiens, leur accueil, le bien-être qu'ils dégagent, leur tolérance, leur sourire. Là, ils sont beaucoup plus expressifs pour le coup. Et ils te le font ressentir, et c'est assez fou à vivre. Est-ce qu'il y a des, alors je sais pas si tu sais, mais est-ce qu'il y a des explications derrière? Ils sont plus portés sur le spiritisme ou des trucs comme ça dans cette culture? Ouais, alors le spiritisme, ça a été un élément important du voyage, que ce soit au Vietnam ou en Indonésie. Au Vietnam aussi, ils sont beaucoup dans la spiritualité. En Indonésie aussi, c'est différent. Mais là, je dirais, pour répondre à ta question, non, je sais pas honnêtement. Ça doit être une histoire culturelle ou une histoire qui est liée à leur histoire personnelle. Je sais pas trop pourquoi ils sont comme ça, mais
Le seul truc que j'ai perçu, c'est l'aspect, donc c'est un pays musulman. Ils font les 5 prières par jour avec on entend 5 fois les prières du muezzin. Et en fait, ils vont prier très souvent. Et donc, on a rencontré pas mal d'Indonésiens avec qui on a sympathisé. Et donc, souvent, ils nous disaient, bon, désolé, là, je dois aller prier, voilà. Et quand ils revenaient, je sais pas, j'avais vraiment cette impression comme si ils s'étaient épurés. Et puis, ils dégageaient un bien-être assez marquant. Et c'était beau à voir, je sais pas, ils revenaient un peu apaisé. tout calme, ouais. Et est-ce que tu le sais ça ou pas? Est-ce que dans leur manière de voir le monde professionnel ou la vie en général, est-ce qu'ils sont très orientés là-dessus aussi sur leur bien-être Le monde professionnel, Indonésie ou... Ouais, plutôt Indonésie. Indonésie. Ouais. Enfin les deux, remarque si t'as des éléments. Ils travaillent beaucoup. Bon, ils font pas mal d'heures. Hein. De ce qu'on a vu, vraiment, ils se lèvent très tôt, ils préparent tout, ils bossent pas mal. Après, en fait, il y a une sorte de lâcher prise. Alors là, que ce soit un peu Vietnam ou Indonésie, sur la gestion du temps. Ils sont beaucoup moins stressés par le temps. Alors c'est un ressenti, hein, mais ils prennent plus le temps de faire les choses. S'ils ont pas le temps, c'est pas grave. Si c'est mal fait, c'est pas très grave. Si, par exemple, de ce qu'on a vu beaucoup, s'il y a pas de clients, ils vont pas faire semblant aussi. Ils vont juste, tu les vois dans leur magasin ou dans leur resto ou dans tout, ils sont sur leur téléphone comme ça, ils se mettent dans un coin, même assis par terre derrière le comptoir, tu les vois même pas. Donc c'est à toi de client d'aller les chercher, d'aller dire ok là je veux ça, et puis ils sont très contents de te servir et voilà. Il y a une question de voilà, bon là j'ai personne, je peux aller boire un café à côté, et puis s'il y a un client qui arrive, je bouge, je viens le voir. Ouais, de relation au temps et et puis un peu plus libre. Ouais, alors de ce que je comprends, c'est aussi beaucoup. Enfin, je veux dire, ils sont pas sur des principes marketing, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, ils voient pas la vie comme ça à faire le plus d'argent possible. Peut-être aussi à avoir ce côté un peu capitaliste, quoi. Ouais, ouais. Là dans la rue, alors en Indonésie, je pense pas. Ouais, je pense qu'il y a forcément des boîtes où ça marche comme ça et voilà. Et nous on n'a pas trop vu ce côté-là non plus, mais quand je parle en gros des Indonésiens que j'ai pu voir dans la rue ou que j'ai pu côtoyer à droite à gauche, oui, on ressent pas ça. On ressent pas cette recherche absolument de gain de temps, d'optimisation, de recherche d'argent à tout prix, de stress. Il n'y a pas ce stress-là que nous on peut avoir où on se sent un peu mené ou dirigé, je sais pas, par le temps. Alors après, peut-être que je parle à mon nom, mais... Raison, ouais. Non, Et voilà, et ça fait du bien aussi. Ça fait partie du bien. Le temps, c'est aussi... Enfin, nous, dans notre culture, le temps, c'est gérer le temps. C'est parce que aussi, on a tout ce souci d'efficacité, où il faut être efficace, faut avoir du rendement, faut faire le plus possible, etc. Eux, ils ont pas ça, du coup, non, je suppose. Moins. En tout cas, moins. D'optimisation, de performance... beaucoup moins. Là, j'ai des anecdotes aussi, là, plutôt au Vietnam, mais c'est pas rare du tout quand tu es client, que tu vas au resto, ou même dans la street food, hein, c'est beaucoup de la street food, on dit pas des restos, mais c'est très régulier qu'ils oublient un truc, qu'ils se trompent de plat, qu'il y ait des choses comme ça, ou même dans des magasins, hein, et c'est normal de vérifier toujours la note, de regarder si ça correspond bien, de toujours checker pour eux, et puis ils le prennent pas mal, c'est normal en fait. Ouais. Et ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qui te marquent un peu en tant que occidentaux comme nous, et pour eux c'est normal, et voilà, et c'est très bien. Alors justement, tu parles de choses qui t'ont marqué, venons-en à ce que toi, du coup, tu vas garder de tout ça, parce que donc là t'es de retour, qu'est-ce que tu gardes un petit peu de tout ça? Alors c'est encore peut-être un petit peu frais, mais là à l'instant T, est-ce qu'il y a des trucs que tu vas garder, des manières de faire dans ta future vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas garder de tout ça? Dans ma vie professionnelle, je sais pas. Dans ma vie personnelle, oui, c'est sûr. De ce qui m'a marqué et que j'aimerais, en tout cas, que je me suis noté à garder. Bon, on est sur la spiritualité, donc je vais quand même continuer un peu aussi là-dessus. Ce côté, ils m'ont redonné dans un sens goût à la religion. Okay. Dans le sens où la religion, c'est vraiment, je l'ai vraiment ressenti comme c'est un élément de bien-être, quoi, vraiment. C'est un moment de bien-être pour soi, pour les autres.
où ils vont, comme je disais, donc particulièrement en Indonésie, mais aussi au Vietnam. Donc Vietnam, c'est plus bouddhiste, hindouiste, etc. Mais ils vont toujours aller faire une petite prière, une petite offrande. Eux, c'est beaucoup avec les encens, devant chez eux. Ils ont toujours quelque chose, ils ont toujours un petit geste lié à la spiritualité, un petit moment qu'ils se prennent pour, en gros, un moment de gratitude, pour dire merci, pour dire penser à mes défunts. Le Vietnam, il y a beaucoup, la spiritualité tourne beaucoup autour des défunts. C'est normal de faire une fête annuelle pour les défunts, pour les grands-parents, pour les parents, etc. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ils ont toujours un petit hôtel chez eux avec une photo du défunt, des petites bougies, des offrandes et tout ça. Je l'ai vraiment pris comme un moment où ils disent merci, ils doivent aussi, alors je sais pas trop ce qu'ils disent dans leur prière, mais ils doivent aussi dire, je sais pas, pardon, ou merci pour tout ce que vous m'offrez, ou penser à telle personne pour ce qui lui arrive, ou voilà. Et je trouve ça hyper bienveillant, et je pense que ça joue dans leur bien-être. Ouais. Ok. Donc tu vas garder ce côté un peu je vais essayer. Ouais, le côté. Après, il y a pas que. Enfin, tu vois, c'est surtout des trucs il y a de la méditation, il y a des trucs comme ça aussi qui a. Enfin, tu vois parce que finalement la religion pratiquée comme ça peut s'apparenter à plein de trucs, et peu importe la religion au final. Oui, exactement. Peu importe la religion, on a vu aussi catholique, comme je disais, hindouisme, bouddhiste, musulman. Voilà, il y a eu plein de religions différentes, mais où tu ressens que ça leur apporte vraiment un bien-être. Quoi. De ce côté apaisement. C'est hyper un bien-être et aussi de l'attention aux autres. Okay. Et c'est ça qui est génial. Alors du coup, ça veut dire quoi, que tu vas aller à la messe tous les jours? Non, ça va pas dire ça. Ça veut dire que je vais essayer de l'appliquer à ma vie de tous les jours. Ouais, d'avoir des moments de calme et de je sais pas comment encore. D'intérioriser, pas d'intérioriser, mais je veux dire d'avoir son petit monde intérieur pour s'apaiser, quoi. Ouais, et puis pour dire merci, c'est un petit moment de gratitude, de plein de choses. Et en fait, je pense que quand tu le fais plusieurs fois par jour, t'entraînes ton cerveau sur de la positivité et sur quelque chose qui justement te sort un peu des idées négatives. Et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, en fait, ton cerveau il s'y habitue et que tu deviens aussi toi-même, en fait, positif comme ça. Donc ça me tente bien d'essayer. On verra ce que ça donne. Ok. Pas que. Ok. Donc le côté spirituel. Ouais. Tu vas garder d'autres trucs aussi qui. Après, ils ont une sorte de lâcher prise. Alors ce que lâcher prise, ça veut tout dire et rien dire. Ce que j'entends par lâcher prise, c'est vraiment ce côté, comme je disais. Je me sens pas irrité par les autres, en fait. Donc, dans la conduite, c'est je conduis. S'il y a quelqu'un qui me double, qui me passe à droite, à gauche, qui me fait une queue de poisson, tout ça, c'est normal, c'est pas grave. Ils prennent leur place. Moi, si je veux le faire, je peux le faire aussi. C'est pas grave. Les gens passent sur le trottoir, à droite, à gauche, ils s'en fichent. C'est aussi dans le lâcher prise, ça se retrouve dans. C'est plus. D'éviter de se mettre en colère, quoi. Enfin, nous on a la colère assez facile, effectivement, on s'énerve beaucoup parce que on est ce que tu disais tout à l'heure, on est souvent dans ce truc de rush et tout ça, et d'optimiser tout ce qu'on fait, et on a besoin de notre espace et un peu plus de bulle de sécurité et de confort que eux ils ont pas ça. Oui, tout à fait. La bulle de sécurité, la bulle de confort qui nous très souvent nous écrase, nous personnellement, et puis écrase des fois un peu les autres aussi. Eux, ils l'ont pas, en fait. Ouais, parce que finalement, une explication de pourquoi, tu parlais de la voiture, là, de pourquoi est-ce qu'on s'énerve en voiture aussi facilement, c'est parce que il y a quelqu'un qui rentre dans notre espace, quand il nous fait une queue de poisson, on rentre dans notre espace, dans notre bulle, et du coup, ça nous implique, Dans des anecdotes comme ça, nous, au Vietnam, on faisait que marcher, on conduisait très peu. Mais en marchant, il y a souvent des scooters qui te passent devant vraiment et qui s'arrêtent devant toi. T'as même pas le temps de finir ton pas, quoi. Et si tu continues, en fait, tu lui fonces dedans. Et pour eux, c'est normal, c'est juste il vient se garer là et puis c'est à toi de le contourner. Ou alors tu fais une commande, t'es à 1 mètre du gars à qui tu commandes de la nourriture. Et lui, il arrive avec son scooter, il se met entre toi et la petite bicoque où tu commandes la nourriture. Et puis il donne sa commande au gars, quoi. Sans rien, sans forme, sans tout ça. Voilà, et ça, moi, je trouvais ça très irritant. Mais je me disais, non mais attends, alors pourquoi lui il s'en fiche et moi ça m'irrite autant que ça. Il y a un truc qui est pas normal. Là, il faut que je lâche prise sur quelque chose et il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc ça me fait travailler là-dessus, et ça j'ai envie d'essayer de. Alors t'as une explication de ça? Oui, de ce côté, c'est en fait il empiète sur notre espace à nous, quoi. Ouais, c'est ça.
Je pense que ça doit être dû à ça, ouais. Nous, on a Et vraiment nous, notre, c'est notre ancré. petit espace à nous. Et... Peut-être que moi, je suis très sensible à ça, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est quand même ancré dans nos... Ah bah oui, mais là, aussi, là, tu viens de décrire des trucs, moi, rien que tu décrives le truc, ça m'énerve déjà. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, là, et puis, ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est de l'énervement et on se met dans des situations qui ne valent pas forcément la peine, oui, clairement. Ouais. Tu évites, et puis voilà, et en fait, ça te fait apprendre aussi la tolérance et le respect de chacun, tout ça, bon. Je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre de tout ça. Ouais, et puis de s'énerver pour des bonnes choses, quoi. Voilà. Parce que bon, là, ça vaut peut-être pas le coup, effectivement. Ouais. Et puis, bah, garder, le sourire et la chaleur humaine des Indonésiens. Ça, dès que j'ai une situation difficile, j'ai envie de me poser la question, comment les Indonésiens, Qu'est-ce ils qu'ils auraient réagiraient, fait Qu'est-ce que les amis que j'ai rencontrés, comment ils agiraient eux là? Et ça, je vais essayer de le garder aussi. Ouais. Et alors du coup, tu parlais en début d'épisode des questions auxquelles t'avais pas encore répondu. Est-ce que t'as réussi à trouver des réponses là-dessus? Ouais, donc je te disais que j'en avais eu. Donc je confirme que l'Indonésie et que les Indonésiens. Alors encore une fois, je parle Yogyakarta surtout. Même si Bali, je l'ai ressenti aussi, Lombok aussi. Jakarta, c'est une plus grande ville, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, Yogyakarta, les Indonésiens sont incroyables. Puis dans la Java, dans les campagnes aux alentours et tout ça, ils dégagent, comme je disais, un bien-être et vraiment une ouverture d'esprit, un accueil, une gentillesse, une tolérance. Enfin, vraiment, toutes ces vertus-là, ils le dégagent, ils te le font ressentir, et c'est hyper agréable. Et je suis content parce que Céline, donc qui ne connaissait pas l'Indonésie, l'a découvert aussi, et l'a ressenti aussi beaucoup. Et j'ai aussi un ami qui est venu pendant le voyage nous rejoindre, et a priori il l'a ressenti aussi, et c'est quelque chose qui aussi lui il a beaucoup voyagé aussi, et qui disait oui qu'il avait rarement vu ailleurs, si ce n'est jamais. Ok. Mais ouais, non, c'était beau. Donc c'est cet apaisement qui t'a fait du bien, quoi. Ouais. Mais alors là, je vais poser une question, parce que alors j'ai la chance de te connaître. Je vais donner quelques insights de toi, de comment t'étais quand t'étais plus jeune. Oh, j'ai peur. Non, mais parce que t'étais quelqu'un quand t'étais plus jeune de plutôt stressé, souvent sur les nerfs et tout ça. Anxieux. Anxieux, ouais, certainement. Ouais. Est-ce que du coup t'as l'impression que ça t'a fait du bien? Enfin, ça t'a changé? Ça m'a fait, oui, le voyage en général fait du bien pour ça. Ouais. Ça te permet d'aller justement contre cette anxiété et de découvrir encore une fois qu'il y a un autre mode de vie, qu'il y a plein d'autres habitudes. Donc tout ce que je dis là, je suis passé à côté de plein de choses, mais en fait le voyage c'est qu'une multitude en fait de changements d'habitudes que tu vois, que tu perçois, changements d'odeur, changements de façon de vivre, etc. Et en fait cette multitude de différences fait que toi tu remets en question, tu te poses des questions. Et que ça déstresse dans le sens, ça t'apaise dans le sens où tu te dis, bah oui, il y a plein de façons de vivre, plein de manières de voir, et moi je me dis quand je vois ça, bon bah comment je peux essayer qu'est-ce que je peux en tirer en fait? Ouais. Qu'est-ce que je peux en tirer? Et de voir en plus des gens pas anxieux, bah oui, ça fait du bien. Ouais. Je pense que ça joue beaucoup. Je suis très sensible aux gens très anxieux, très stressés, parce que moi je le suis, je pense, de base. Très sensible dans le sens il te stresse aussi. Ouais, enfin, c'est ça. Ouais. Qui dégage beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété et tout ça. Mais parce que je le suis aussi. Et là, de voir en fait des gens bien, le bonheur. Enfin, vraiment des gens qui dégagent un bien-être. Je dis pas que tout le monde est pas bien en France, mais là vraiment qui dégagent quelque chose que j'avais rarement vu ailleurs. Même dans d'autres pays. Hein. Là, c'est vraiment très agréable. Donc comme quoi, quand on a des choses qu'on aimerait corriger dans sa personnalité, des fois il faut peut-être aller voir l'exact opposé de ce qu'on est, quoi. Complètement. Ouais. Moi, j'essaie toujours de me dire, bah oui, non, là, attends, toi, pourquoi tu t'énerves là? Bah non, pourquoi d'autres, en fait, ne s'énervent pas à ce moment-là? Et dans ce cas-là, tu te dis, bah oui, alors comment il fait? Comment il pense? Comment il réfléchit? Mais ça, c'est vrai avec tout le monde, hein, avec n'importe qui. Ouais. Mais des fois, c'est difficile. Alors toi, tu sembles avoir réussi quand même à avoir analysé un petit peu. Des fois, c'est un petit peu difficile à analyser de pourquoi est-ce que la personne est, tu vois, toujours difficile de dire pourquoi est-ce que je suis heureux, etc. Mais ouais, dans le côté ne pas s'énerver pour rien et tout ça, et surtout parce que maintenant que alors tiens, question, maintenant que t'es de retour dans cette culture européenne,
où on n'a pas changé depuis que t'es parti. Enfin, la culture européenne n'a pas changé. Est-ce que les premières semaines, alors t'arrives pendant les fêtes, mais est-ce que les premières semaines, ça a été difficile de se remettre dans ce rythme-là ou pas? Ouais, alors moi d'abord c'est plutôt positif. Ce que je retiens, parce qu'il y a aussi des choses qui étaient difficiles là, pendant le voyage. Mais là, arrivé, donc on est en pleine campagne, en hiver, au calme, et j'ai adoré arriver dans le froid, parce que je suis resté 1 an dans le chaud, hein, donc le chaud, si vraiment j'ai un truc qui a été difficile cette année, c'est la chaleur. Et je le savais avant de partir, mais bon. Donc là, arriver dans le froid, ça me fait un bien fou. Arriver dans le calme, ça me fait un bien fou, parce que le bruit, qu'il se passe plein de choses, c'est super, t'apprends plein de choses, etc. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que il y a des moments où t'as besoin de te poser un peu. Et aussi un peu les grands espaces vides où tu peux te balader comme ça, ça fait du bien. C'est vraiment 3 trucs qui, là, en arrivant, m'ont fait du bien. Et pour l'instant, comme tu dis, on arrive pendant les fêtes, donc je suis surtout très content de revoir la famille après 1 an, très content de revoir les gens après 1 an. Donc je reste là-dessus, même pas si... tous, hein, pas tous. Ouais, pas tout. Même si oui, il y a des choses où t'as l'impression en fait que, avec le regard des autres, tu reviens d'un week-end à Nemours. Donc voilà, c'est pas grave. Enfin, c'est normal et je m'adapte à ça et il y a pas de souci. Ouais. De toute façon, je raconterai au fur et à mesure et puis je vivrai mon retour petit à petit, quoi. Si t'avais là par exemple des gens qui nous écoutent qui aimeraient se prendre 1 an de pause comme ça, est-ce que t'aurais des petits conseils à leur donner, alors sans donner des grandes leçons, hein, mais des petits tips pour comment bien apprécier son voyage, comment bien l'organiser et tout ça? Là, ce qui me vient en tête en premier, c'est plutôt n'ayez pas peur au départ. Pour moi, ce qui fait le plus peur, dans les freins d'ailleurs, ça peut être intéressant, mais pour moi le plus dur, c'est le départ. C'est de se décider à partir, c'est de préparer un peu, préparer une fois que t'as l'habitude, ça va, mais c'est de préparer un peu le voyage, mais surtout cette peur du départ et cette peur de l'inconnu. Et ça, c'est vraiment, si on arrive à dépasser ça, après c'est facile, c'est plus facile, on va dire. Et après il y a aussi le retour. Je sais que Céline, elle a plus de mal avec le retour aussi, où c'est sûr que au retour, le voyage se termine, il y a une sorte de tristesse, il y a une sorte de... Tu reviens, toi t'as vécu des choses incroyables pendant 1 an, et puis tu reviens au point de départ un peu, hein. Ouais. Donc ça, c'est assez compliqué à vivre. Bon voilà, il y a des choses à gérer, puis retrouver un logement, parce que nous on avait lâché notre logement, on avait enlevé toutes nos charges qu'on pouvait avoir, charges financières, j'entends, qu'on pouvait avoir en France. Donc voilà, ça c'est passer ces peurs-là, et après le voyage se passe de manière assez fluide. Et après ta question c'était... Est-ce que t'as des conseils? Mais alors moi là ce qui me vient à l'esprit en t'entendant, c'est alors t'es encore en plein dedans, mais est-ce que du coup le retour qui a l'air assez compliqué, effectivement, est-ce que t'as des petits conseils là-dessus? Comment est-ce qu'on peut transformer du coup ce petit spleen un petit peu de revenir après avoir vécu tant de choses? Est-ce que toi qui as déjà eu d'autres voyages, est-ce que tu sais comment on peut faire en sorte que ça devienne quelque chose de positif? Moi, le retour, ça n'a jamais été très difficile. Je pense que j'en souffre moins que beaucoup de monde. Je sais que beaucoup de voyageurs en souffrent. Moi, j'ai l'impression moins. Après là, peut-être que dans les mois à venir, je dirai autre chose. Mais j'ai l'impression, parce que j'arrive à avoir l'optimisme, le positivisme, je sais pas trop, d'être content de revoir les gens, d'être content de revivre des choses que j'aime vivre en France, que j'adore être ici aussi, hein. C'est pas parce qu'on voyage qu'on n'aime pas être en France ou ici. J'aime me dire, ah oui, là je vais pouvoir faire ça, là je vais pouvoir refaire ça, là ceci, cela. Et donc je suis très content. Et pour moi, c'est pas un livre qui se ferme, quoi, le voyage. C'était pas une bulle, c'était pas une parenthèse dans ma vie. C'est une continuité, en fait. Ouais. Okay. Et je le vois vraiment comme ça, et je pense que quand on arrive à le voir comme ça, c'est un peu plus fluide. Ouais. Et voilà, je me dis, et la fluidité, je l'ai parce que j'essaye de me dire, comme tu disais, je vais essayer de garder ça c'était trop bien. Ah oui, ok, il y a ça, et puis je peux le mettre en place comme ça, ici, je peux faire ceci, cela. Apporter de petites modifications qui te permettent de continuer à vivre ce voyage, même après. Mais c'est pas facile, hein. Ouais, en fait, faut ne pas fermer le livre, quoi. J'ai tourné la page, je vais pas fermer le livre. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est dur, ouais. Tu parlais tout à l'heure de finances avec de couper un petit peu les différents trucs. Est-ce qu'il y a des finances à prévoir spéciales? Est-ce comment vous y étiez pris vous à ce niveau-là?
Déjà tout lâcher ce qu'on avait en France. Donc ça c'est pas évident. Hein. Nous dépenser les coûts, enfin enlever les coûts quoi. Voilà, on n'a pas d'enfants, on n'a pas acheté de maison, on n'a pas tout ça. Donc pour ça c'était ok, c'était lâcher nos apparts, ce qui n'est pas aussi appart qu'on louait, hein, mais ce qui n'est pas facile pour tout le monde non plus. Lâcher les villes où on se sentait bien, lâcher tous nos abonnements, tout ce qu'on pouvait avoir, bon ça on a quitté. C'était vraiment enlever tout ce qu'on pouvait avoir en coût en France, de la vie française. Et puis après, oui, avoir un peu d'argent de côté, bien sûr. Hein. Donc on avait économisé, donc on en parlait déjà depuis 2 ans et demi, donc on avait mis un peu de côté. Après, nous, on avait vraiment un budget assez serré. On s'en est rendu compte quand on a parlé à d'autres touristes qu'on a rencontrés, où on avait quasiment la moitié de leur budget, quoi. Et au final, même avec la moitié, on s'est bien débrouillé et on y arrivait. Et ça, c'est un conseil aussi que je donne à des voyageurs qui ont un faible budget et qui aimeraient voyager. C'est, n'hésitez pas à vous poser à des endroits, en fait, pendant le voyage. Le voyage, c'est pas que aller à droite, à gauche, et donc ça coûte bien sûr plus cher. Mais n'hésitez pas à aller à un endroit, vous poser, puis juste voir les alentours, vivre votre petite vie. Nous, on a beaucoup fait ça. On s'est posé donc 1 mois à Saigon, 1 mois à Hanoï, 1 mois et demi à Hanoï, et puis 2 mois à Yogyakarta. Et à chaque fois, on a rencontré du monde parce qu'on allait tout le temps aux mêmes petites adresses, parce qu'on allait tout le temps faire... On avait notre petite vie, en fait, notre petite routine. Ouais, et ça permet de se plonger dans la culture locale aussi. Tu vois, t'aurais peut-être pas eu ce recul-là si tu t'es pas plongé comme ça dans la culture locale, quoi. Et c'est d'ailleurs un point, je voulais souligner, c'est ce que j'ai le préféré dans le voyage, c'est qu'on a fait différents modes de voyage en un. On a fait à la fois un peu de baroudage, hein, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses à voir et on a envie de découvrir le pays et tout ça. Mais on a aussi fait ces périodes de pause, on va dire, qui ne sont même pas des périodes de pause, mais des périodes où on ne bouge pas en tout cas. Et où en fait c'est là où on rencontre plein de monde, où on vit notre petite vie locale, où on apprend plein de choses sur la culture, où... Et finalement, j'ai vraiment l'impression que et ça a été vrai dans tous mes voyages avant, que c'est les moments que je retiens le plus. Vraiment, c'est là pour l'instant, bon, c'est encore très récent, mais on me demande de faire un bilan, je parle en priorité de ces 3 moments-là, quoi. Où tu t'es posé, ouais, où vous êtes exactement. posé. Mais en fait, ça revient un petit peu à ce que tu disais aussi tout à l'heure de prendre le temps, quoi. On parlait de gestion du temps et que nous, il fallait tout le temps qu'on soit optimisé. Quand tu fais un voyage et que tu essayes de voir le maximum en un minimum de temps, c'est encore un truc d'européen, quoi. C'est de l'optimisation et tout ça, quoi. Donc, si tu veux... Ouais, complètement. Peut-être que prendre le temps, c'est pour s'imprégner et tout ça, c'est quand même mieux. Ok, est-ce que, alors là, si des gens nous écoutent et hésiteraient potentiellement, se poseraient des questions tiens, j'aimerais bien me prendre un an, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour leur dire pourquoi ça vaut le coup, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Moi, je dirais, si vous pouvez, alors financièrement, et si vous avez le temps, faut se lancer. Juste préparer 2-3 trucs, le premier logement, ou enfin des petites choses à droite à gauche, bien sûr, les assurances, les vaccins, etc. Mais lancez-vous, et au pire, dites-vous, au pire quoi? Au pire, je rentre, c'est pas grave. Et voilà, au moins j'ai tenté, et si vraiment c'est en vous et que vous avez envie de voir et d'essayer, et puis de tenter. Après, le voyage... c'est pas non plus qu'une bulle toute rose où on s'éclate pendant un an. Hein. C'est la vie de tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a plein de choses. Mais c'est tellement riche. C'est vraiment... c'est des émotions, je sais pas comment le dire. C'est des émotions que j'avais jamais rencontrées en restant toujours au même endroit ou en restant dans ce que je connaissais ici. C'est de la découverte de soi, c'est de la découverte des autres. C'est une remise en question de sa façon de voir le monde. C'est peut-être ça le plus important. Et c'est ça qui est beau et qui est génial. Donc moi je dirais de se lancer, s'il y a des possibilités, parce que comme tu disais tout à l'heure, nous on avait le temps et prendre le temps c'est trop bien. Mais c'est un luxe quand même d'avoir le temps. La plupart des touristes ils ont 3 semaines, 1 mois, et forcément en 3 semaines, 1 mois t'as envie de voir un truc. Oui, bien sûr. Donc lancez-vous. Le plus dur c'est le départ pour moi. Et après, au pire, c'est pas grave, vous rentrez. Si ça vous plaît pas, si vous êtes pas bien, si y a quoi que ce soit,
Ben, c'est pas grave, en fait, c'est toujours Ça, moyen de toute façon, quand on a des peurs et des hésitations, ça c'est des techniques que nous on utilise aussi dans l'accompagnement, c'est de se dire effectivement, comme tu dis, de s'imaginer si jamais ça foire, c'est quoi les conséquences, quoi. Et effectivement, là, la conséquence c'est de rentrer chez soi, de rentrer en France, bon, c'est pas très grave. Il y a pas, peut-être qu'on a quitté un job pour le faire du coup, mais bon, il y en aura certainement d'autres après, voilà, donc, ok, et bah écoute, merci beaucoup Théo, est-ce que tu voyais d'autres trucs à ajouter ? Non, pas grand-chose. Je pense que j'ai à peu près fait un peu tous les sujets. Ouais, t'es sûr ? Non, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ok, super. Et bah merci beaucoup pour toutes ces indications. On se retrouve au prochain repas de Noël du coup. Exactement. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Virage à l'Ouest. Très belle journée à vous.